Hervé, Guillaume, sois salué. Picasso Dao, sois salué. Didi Depp, sois salué. Lauré Gustave, Kessé, sois salué. On est ensemble, mon frère. Génération un peu solidaire. Sambou Fofana, sois salué. Bowel Gaeko, sois salué. Oui, marche fort, marche fort, marche fort, marche fort. Fédéral, marche. Merci. Partagez la vidéo, invitez vos amis. Doa Freddy, sois salué. Soyez salués, soyez salués. La mère d'épée, la douce Kapakora, sois saluée. La mère de tous les jours. Asui, on est ensemble. Merci la mère. Gabonais Samanké, sois salué. Soyez salués, soyez salués. Je vous aime franchement. Je ne peux pas comprendre. Partagez la vidéo. Soyez salués. Marche fédérale, je vois Bosson Brouk, Kaoussa Evariste qui me dit marche. Elvin Golé qui me dit marche fort. Don Renaldo il dit je suis fâché. Pourquoi? Quand on a fâché, on dirait le pouvoir d'Abidjan vous fatigue. Chacun va vous tuer. Toi, je ne te réponds pas. C'est pas un commentaire ingénieux. Donc, ah oui, René Préval, mais tu as changé de nom. Merci, merci, merci. René Préval, sois salué. L'homme fort de l'éducation en Côte d'Ivoire, sois salué. On est ensemble. Que les Maliens avancent doucement. Soldat Kedo, sois salué. Fatim Thiebo, elle me dit marche fort, on est ensemble. Merci. Ah ouais. Fédéral, marche. Don Renaldo, fédéral René Préval depuis sa base. Sois salué. Aujourd'hui, je vous salue. Mon la joie tapé, le patron du Gidiga, pardon, le patron adjoint du Gidiga en Tunisie. Sois salué. Giberouad, Dinyango Galibré, sois salué. Merci, la chantre. Hein. Soyez salués, hein, partagez la vidéo, invitez vos amis. Et nous allons marcher, 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 marcher. Très fort, marcher fort. Voilà. Vous pouvez me faire une capture et puis vous m'envoyez ça inbox après. Vous me faites une capture, vous m'envoyez ça inbox après.
Écrivez Fédéral Marche Fort Mouchi à Samoa. Soyez salués. Excusez-moi, hein, je suis un peu enrhumé là. Donc, vous voyez, c'est pour ça qu'on ne marche pas. Parce que il y a la santé avant tout. Serge Olivier Segui, soit salué. Wonyen Gérard Kadjo, salut, c'est ton vieux père Wonyen de la. Ok, soit salué. Inbox, on va échanger. Il n'y a pas de souci. Soyez salués, soyez donc tous salués. Salut combattant, Suleiman Adjib, soyez tous salués. Digi Deb, walk, I'm gonna walk. Ok. Soyez tous salués, je vous salue depuis vos différentes positions. Voilà, c'est le 001, vous le savez déjà. Je suis donc activiste. Voilà. Bon, maintenant, les gens font palabre entre influenceurs et activistes. Bon, et influenceurs et blogueurs. Moi, je ne suis pas un blogueur, je suis un activiste, mais à la limite aussi un influenceur. Voilà. Bon, un activiste est un influenceur, est un blogueur, mais un blogueur n'est pas forcément un activiste parce que nous, on défend un combat, on défend des idéaux politiques. Et donc, voilà. Hortense Ouloto soit salué. Et marche fort. Marche, effectivement, je vais marcher très fort. Gela Yves Dito, il me dit marche. Effectivement, je vais marcher fort. Quand je vois Fédéral marche, ça me donne, voilà, toute, je vais dire, la ferveur de pouvoir marcher très fort. IB de London soit salué. Je vais vous saluer au fur et à mesure parce que ça fait pratiquement 2 jours, on ne s'est pas vu. Des problèmes de santé, et puis bon, vous savez. Donc, écoutez, nous allons marcher. Alors, je suis activiste pro-Côte d'Ivoire et donc membre de Génération et Peuple Solidaire. Mais je viens ici pour vous entretenir dans le cadre donc, de la fraternité de lutte dans la sous-région. Je vais parler essentiellement du Mali. Pomper les cœurs, hein, parce que je vois. Pomper les cœurs surtout parce que, vous savez, quand je marche, déjà, ils n'ont jamais aimé. Alors, on nous tire de partout. Donc, voilà. Alors, dans le cadre donc, de la fraternité de lutte au niveau sous-régional, je vais parler donc du Maliba. Je vais parler du Maliba d'abord, où je suis fédéral et Modibo. Je vais parler donc de la Guinée, où je suis fédéral Fodé. Je vais parler effectivement du Burkina, où je suis fédéral Sankara. Donc, mon fédéral varie d'un état à un autre. Voilà. En Côte d'Ivoire, c'est le 001. Mais ailleurs, ça va varier d'un territoire à un autre. Voilà. Alors, nous allons marcher. Je vais commencer par la question. On dit désormais que les Ivoiriens sont des Finlandais. Fin et puis landais. Hein? Des Finlandais, ça veut dire des gens de la République de la faim. Écrivez Ivoirien finlandais, la faim. F-A-I-M. Vous mettez trait d'union ou pas, mais, et puis vous mettez landais à la fin. Hein? Finlandais. Les Ivoiriens sont des Finlandais, ça veut dire des gens issus de la République de la faim. Voilà comment est appelée la République de Draman. La République de la faim. Donc, les Ivoiriens sont des Finlandais. Les gens issus de la République de la faim. Écrivez Ivoirien finlandais. Écrivez ça pour qu'ils voient. Voilà. Ivoirien finlandais. Parce que la question de la cherté de la vie, et je voudrais saluer tous ceux qui sont intervenus sur la question, Pulchérie Edith Balé, Samba David, mon ami et frère Okosisi Baba Nicolo. Voilà, finlandais. Merci, je vois Habib Sherif Mourad qui a écrit très bien, finlandais. Merci. C'est ce que je veux qu'on voit. Les Ivoiriens sont des Finlandais. C'est pas que vous connaissez. Finlandais, c'est-à-dire eux qui sont issus de la République de la faim. Parce qu'il n'y a que Draman Ouattara qui a créé la Côte d'Ivoire comme la République de la faim, là où on mange à peine. Donc les Ivoiriens sont des Finlandais. Voilà, il faut que ce terme-là puisse aller très loin. Ivoirien finlandais. Voilà. Il y a Habib Sherif qui a bien écrit Ivoirien fin. Et puis même landais. Voilà. C'est ça. Donc les Ivoiriens sont des Finlandais. Alors la question de la cherté de la vie doit intéresser plus d'une personne. Et on s'est félicité effectivement
Mon ami et frère, le tout-puissant vice-président de la Chambre nationale des activistes pro-Soro de Côte d'Ivoire, soit salué, state, on est ensemble. Merci infiniment et merci à tous, ce beau public d'être là. Faites-moi une capture d'écran, vous m'envoyez ça inbox plus tard. Juste une capture et puis vous m'envoyez ça inbox plus tard. Voilà. Hein? Une capture et puis vous m'envoyez ça inbox. Voilà. Donc les Ivoiriens sont des Finlandais. Alors, la question liée donc à la cherté de la vie, vous avez vu votre type, hier il est revenu d'une parade internationale, il nous revient, il tente maladroitement de justifier la question relativement à la cherté de vie. Quand vous l'écoutez, ça donne froid dans le dos parce que ce n'est même pas des choses dignes d'un homme d'État. C'est la preuve qu'il ne maîtrise même pas le dossier. Il nous parle donc des problèmes d'irrigation. Il nous parle des problèmes d'irrigation. Je vois ici, comment elle s'appelle, Mouchi Asamoah, Mireille Akoué soit saluée. Mireille Akoué soit saluée. Mola Joie Tapé soit saluée. Guigui Deb soit saluée. Mireille Akoué soit saluée. On est ensemble. Alors, la question relativement à la cherté de la vie, vous avez vu votre champion, il est revenu de toute une balade internationale. Il n'a même pas su appréhender directement la question liée à la cherté de la vie. C'est à croire que l'homme qui ne suivait pas les réseaux sociaux, qui n'est même pas un adepte des réseaux sociaux, mais est venu précipitamment sur la pointe des pieds à tenter au niveau du pavillon d'honneur de se donner une certaine contenance en tentant naturellement d'aborder la question, même maladroitement d'ailleurs. Non, nous avons des soucis d'approvisionnement denrées alimentaires, donc les jours à venir, nous allons procéder par des irrigations. Ça veut dire qu'il ne maîtrise pas. Ce n'est pas un homme de chez nous. Et donc, les questions agricoles, champêtres, c'est des choses qu'il ne maîtrise pas. Écrivez, les Ivoiriens sont des Finlandais. Voilà. Il faut que ce concept-là, il aille dans les oreilles de Dramane Ouattara. Et lui et ses suppôts. Les Ivoiriens sont des Finlandais, c'est-à-dire des gens qui sont issus de la République de la faim. Voilà. Alors, vous avez vu, il a essayé comme il peut d'aborder la situation, mais il ne maîtrise pratiquement rien. Vous voyez? Alors, l'autosuffisance du peuple de Côte d'Ivoire, ce n'est pas sa tasse de thé. Lui n'en a rien à foutre. Il dort à Assini. Il n'a aucun village en Côte d'Ivoire. Il n'a aucune demeure en Côte d'Ivoire. Il n'est qu'à Mougins, là où il a pratiquement fait toutes ses valises. Donc, ce n'est pas quelqu'un qui s'intéresse effectivement à l'autosuffisance alimentaire en Côte d'Ivoire. Et donc, je voudrais profiter par ce court message. Vous pouvez aller même sur ma page pour voir un message qui a été donc livré par Pulchéry Edith Balé, voilà, à qui je fais un big up, qui est donc l'une des leaders importantes au sein de la société civile en Côte d'Ivoire, qui a fait une adresse importante hier, que nous avons pris le soin de relayer sur nos différents canaux. Pardon, vous avez écrit beaucoup, hein? Ivoirien finlandais, là, vous aimez bien le terme, finlandais. Merci, merci. Merci de le vulgariser. Et merci de le rendre beaucoup plus viral. Hein, le terme finlandais. Merci. Vicky Ostra. Alors, Pulchéry Edith Balé a fait une importante adresse et je voudrais ici saluer mon ami et frère Okosisi Baba Nicolo qui m'a très tôt appelé, avec qui nous avons eu une séance de travail relativement brève et nous avons épilogué sur la question. Il était donc important pour nous de pouvoir donc trouver des relais au niveau local, ça veut dire au niveau de la Côte d'Ivoire, pour qu'on puisse porter à la face de tous ce message-là, mais ce message d'intérêt collectif. Alors, des voix se sont levées, et je voudrais saluer Okosisi pour cette initiative. J'ai même fait une vidéo en prélude à cela, et donc nous sommes revenus sur la question, j'ai même fait des interventions sur sa page par rapport au sujet, et donc, des voix sont aujourd'hui en train de se lever visiblement. Alors, Pulchéry Edith Balé annonce dans les jours qui arrivent et avec toute la coalition de la société civile en Côte d'Ivoire, Samba David, que je voudrais ici saluer, d'importantes actions. Je pense que ce sont ces actions qui ont dû faire courir sur la pointe des pieds
votre champion, et donc il vient pour tenter de battre en brèche ce que nous allons faire. Mais nous maintenons la pression parce que la question de l'autosuffisance alimentaire n'a visiblement pas de coloration politique. Et je me félicite de tous les différents acteurs qui, ma foi, ont donné de la voix par rapport à ce sujet. Et que vous savez que quand je sors, les gens dénoncent beaucoup la vidéo. Donc, mettez les cœurs. Aruna Ben, je risque de te bloquer, hein, parce que si tu écris des insanités, je risque de te bloquer. Donc, fais attention. Bon, je vais le bloquer. Voilà, je vais le bloquer. Excusez-moi, je vais le bloquer. Aruna, voilà, merci, il est bloqué. Merci. Faites-moi des captures d'écran, vous m'envoyez ça inbox. Et puis vous me mettez, il y a combien de personnes qui sont en ligne parce que je n'arrive plus à voir. Alors, des actions importantes sont annoncées. Et je voudrais ici, lorsque j'ai interpellé la fois dernière tous les artistes de Côte d'Ivoire, principalement même ceux du coupé décalé, vous avez vu par la suite les débordaux ont fait des vidéos. Bon, mais c'était un règlement de compte qu'ils avaient voulu faire avec les Ivoiriens. Mais j'invite tout le monde, tous les acteurs de la société civile, les artistes surtout, de ne pas laisser ce souci dans les mains des cyberactivistes et des artistes zouglous. Non, toutes les différentes corporations artistiques doivent s'investir dans cette histoire parce que nous sommes dans la République finlandaise. Donc, les Ivoiriens sont des Finlandais. Alors, pour la suite de cela, vous pouvez aller sur ma page pour voir donc essentiellement le contenu du message de Pulchéry Edith Balé, une sublimissime dame, voilà, qui a de la âme, qui a même fait la prison, je vous le rappelle, qui a même fait la prison en Côte d'Ivoire sous Draman Ouattara dans le cadre donc de la désobéissance civile. Ma mère à moi seule, Eleonore Kwame, soit saluée. La mère, soit saluée, Eleonore Kwame, ma mère à moi seule. Quand j'ai des petits soucis, c'est elle là qui me tire les oreilles. Ah, petit, il faut faire comme ça, petit, il faut faire comme ça. Merci infiniment à la mère. On est ensemble. Écrivez, il faut que ce concept-là soit vulgarisé. La République finlandaise, les Ivoiriens sont des Finlandais. Voilà. Il faut que ça arrive aux oreilles de type que les Ivoiriens sont des Finlandais. Laonifleur soit salué, on est ensemble. Alors, j'ai rangé brièvement le dossier relativement à la situation de la vie chère. Vous allez sur nos différents canaux, vous allez comprendre. Alors, vous avez vu en filigrane, j'ai mis le Premier ministre Choguel Kokala Maïga. Parce que quand chaque fois je parle du Premier ministre Choguel Kokala Maïga, je le dis avec beaucoup plus de passion, si vous avez remarqué. Quand je parle de lui, je le dis avec beaucoup plus de passion. Excusez-moi. Un monsieur de 63 ans, qui est un ingénieur de télécommunications, qui a plus de 30 années de carrière professionnelle, qui a eu donc à avoir une expérience beaucoup plus poussée au sein donc de l'administration gouvernementale au Mali, qui a travaillé pratiquement avec tous les différents présidents que vous connaissez, Amadou Toumanou Touré, Ibeka, paix à son âme, et au jour d'aujourd'hui, qui a été donc bombardé Premier ministre. Mais bien avant cela, il a été candidat à des élections en 2003, en 2018, pardon, en 2003, en 2015 et en 2018 au Mali. Et donc, c'est quelqu'un qui maîtrise la scène politique malienne. Est-ce que vous suivez très bien? Quand on dit Choguel Kokala Maïga, celui que Franklin Nyamsi, Wa Cameroun, est allé donc rencontrer, et celui dont il fait les éloges, et moi-même fédéral dont je fais également les éloges, nous on ne parle pas des gens qui n'ont pas de la matière, non. Choguel Kokala Maïga est un rhinocéros, sinon que est un buffle de la scène politique malienne. Ah oui, oui, ça vous devez le savoir. C'est vrai, il y a certains gars du RDR qui tentent maladroitement de dire qu'il a critiqué même ce même régime-là, et puis après c'est lui qui est Premier ministre. Non,
l'appréciation qu'il avait voulu faire, c'était justement pour faire passer ses idées. Ces idées aussi importantes là. La preuve, lorsque il a fini donc de critiquer, aussitôt Assimi Goïta, après avoir eu une entrevue importante avec lui, décide donc de lui confier la charge de la primature au Mali. Et donc depuis juin 2021, depuis juin 2021, Choguel Kokala Maïga occupe donc les fonctions de Premier ministre du Mali. Le Premier ministre du Conseil national de transition du Mali. Et c'est quelqu'un qui a de la suite dans les idées. C'est quelqu'un qui a une certaine maîtrise de la notion des relations internationales, qui est très bien à l'aise pour pouvoir mener des débats d'idées. Vous allez l'écouter. C'est de lui qu'on parle, Choguel Kokala Maïga. Il est l'un des seuls premiers ministres dans toute l'Afrique ouest africaine à avoir porté la question de l'autonomie, de l'indépendance vraie des États africains vis-à-vis donc de la métropole. Je vous parle d'un homme, je parle de Choguel Kokala Maïga. Écrivez Choguel Kokala Maïga. C'est de lui que je parle, chers amis. Et donc c'est lui, visiblement, devant donc toute la France et devant toutes les chancelleries internationales, qui porte un message de l'affirmation identitaire, de l'affirmation de la souveraineté du peuple du Mali. Je vous parle de Choguel Kokala Maïga. Et si vous ne le connaissez pas, c'est l'homme. Alors, dans tout le Mali aujourd'hui, existe-t-il un homme visiblement aussi important, donc la trempe de Choguel Kokala Maïga? Je pense bien entendu qu'il est celui-là qui fait visiblement l'unanimité au sein donc de la classe politique malienne. Je vous parle de Choguel Kokala Maïga. Signalons ici la présence d'un homme aussi remarquable, un gars qui framponne très fort. Quelqu'un qui a de la hargne, qui a du verbe, qui a forcément de l'audience, qui a du charisme. Et lui, je l'appelle généralement mon patron. Soule de Paris est là, je l'appelle généralement mon patron. Soit salué. Voilà. Le boss des boss, soit salué. On est ensemble. Merci infiniment ta présence. Alors, moi, fédéral, je ne peux pas épiloguer essentiellement des heures durant sur un individu tant qu'il ne développe pas du contenu. Je vous parle de Choguel Kokala Maïga. Et quand vous suivez toutes les communications, je vais dire expressives, du professeur Franklin Nyamsi, vous voyez que Choguel, il revient. Au jour d'aujourd'hui, Choguel Kokala Maïga, c'est lui qui porte donc le flambeau du combat de libération de toute l'Afrique. C'est vrai, par principe donc de courtoisie, par principe de décence, hein, le président du Conseil national de transition, Assimi Goïta, que je salue ici, il est mis en avant. Mais je dis, la crémière, la cheville ouvrière, l'homme d'orchestre, le chef donc d'orchestre de toute la politique d'affirmation identitaire du peuple du Mali, je dis, il s'appelle Choguel Kokala Maïga. Il faut saluer, avant que vous n'écoutiez, pour jouer. Quand Fédéral prend un homme comme ça important là, on ne joue pas. La fois dernière, vous avez vu, je suis revenu essentiellement lorsque dans les rues de Bamako, les gens ont commencé à scander Guillaume Soro, Guillaume Soro, Guillaume Soro. Vous avez vu quand je suis revenu ici, je vous ai parlé. Il dit attention, une activité aussi importante, on sort dedans Guillaume Soro. Moi, j'ai appelé mon ami et frère Doumbia Zouye, il dit tu chicotes dessus. On a vu Guillaume Soro, les banderoles partout. Quand il y a des faits importants, nous, là, il est notre ressort de venir d'en faire une restitution objective. Et c'est ce que nous réalisons. Écrivez fédéral, marche, et puis je vais courir fort. C'est ça qu'il s'agit. Ibe de London soit salué, Florentine Tano soit salué. On est ensemble. Alors, je vais vous faire écouter l'adresse importante. Donc, une interview réalisée par le premier ministre Choguel Kokala Maïga avec un média français, donc RFI, Alain Foucault, qui décide donc de lui accorder une interview. Mais le choix de ce média, vous allez comprendre, il y en a plusieurs. Et je vous informe ici aujourd'hui que ORTM, la chaîne malienne, la télévision malienne, est devenue pratiquement
la chaîne panafricaine la plus suivie pratiquement dans toute l'Afrique. Ça n'a rien à voir avec votre RTI hein, où on paye des redevances pour ne rien, dont le contenu est pratiquement, je vais dire, inadéquat avec donc les aspirations du peuple. C'est pas une telle chaîne comme ça, vous allez saluer. Voilà. C'est pas une telle chaîne qu'il faut regarder. Les gens, quand on fait des critiques, on dit, ah, mais vous là, vous n'êtes pas ivoirien ou pas. Mais moi, je suis ivoirien. Je suis ivoirien. Voilà mon frère, Soule de Paris, qui est ivoirien. Maman, Eleonore Kwame, il est ivoirien. Mais est-ce pourtant que nous, on n'aime pas notre pays? Justement, c'est parce qu'on aime notre pays là que nous, on critique. Parce que la plupart des commentaires qui viennent, mais vous pouvez vous salissez votre propre pays. Nous, on ne salit pas la Côte d'Ivoire. On ne salit pas la Côte d'Ivoire. On est ivoirien. Mais c'est la politique de ceux qui sont aux affaires là, que nous, là, on n'aime pas. Et c'est ce qu'on critique. Mais si aujourd'hui il y a de la visibilité et que moi, mon souhait le plus ardent, c'est que le tout-puissant Guillaume Bafori Soro puisse accéder au pouvoir d'État. Mais est-ce qu'on va trop critiquer? Peut-être qu'il y en aura d'autres personnes qui viendront pour critiquer, mais nous, on va donc mettre en lumière les politiques de réconciliation, de paix, voilà, de réalisation, de développement. C'est ce qu'on va faire. Voilà. Donc, on ne critique pas pour critiquer. Alors, je vais marcher sur le discours. Parce que le discours, il est porteur de sens. Faites-moi une capture d'écran. Et puis, vous m'envoyez ça inbox. Et puis, je vois la toute-puissante et sublimissime, celle que j'appelle la marcheuse. Voilà, quand il y a un marcheur, il y a une marcheuse. Désormais, Nina la Lyon, c'est la marcheuse. La Gattuso est là, Eleonore Kwame, le frapponneur B52 est là. La marcheuse, Nina la Lyon est là. Douchka, Pakora, tout le monde est là. Eh bien, chers amis, il faut qu'on marche. Parce que toute la crème de la sorosphère est là. Mais je vais dire, toute la crème des activistes pro-Côte d'Ivoire sont là. Alors, il faut marcher. Alors, nous allons marcher sur le discours. Parce qu'il est porteur d'essence. Et je voudrais ici saluer mon ami et frère Soule donc de Paris, qui est revenu sur le contenu du discours hier. C'est important. Nous allons revenir sur le contenu du discours parce qu'il en dit long. Est-ce que vous suivez? On va écouter Shogel Kokala Maïga. Et au fur et à mesure, je vais vous livrer des commentaires. En fonction donc du degré de sensibilité, je vais vous livrer des commentaires. Je parle de Shogel Kokala Maïga. Je vous ai brièvement expliqué qui est donc Shogel Kokala Maïga. Là, aujourd'hui, on est gâté. Charlie Black, la légende. Je voudrais ici que vous saluez Charlie Black, la légende, qui est le président de la Dream Team. C'est fort. Quand je vous ai dit qu'on est de Génération et Peuple Solidaire, on est du Front Populaire Ivoirien, mais on appartient à un organe fédérateur de toutes les sensibilités. C'est pourquoi même mon nom fédéral, là, il est prophétique, qui est donc fédérateur de toutes les sensibilités où tous les différents organes associatifs politiques existent, qui est donc la Dream Team. Le président de la Dream Team, c'est lui que vous venez de voir, Charlie Black, la légende. Voilà, je voudrais te saluer, président. On est ensemble et nous allons marcher. Dabli Djegba, sois salué. Ça, c'est le nom de ma grand-mère. Sois salué. On est ensemble. Alors, suivez ici. Shogel Kokala Maïga. Alain Foka va l'interroger et vous allez voir donc le contenu du message à livrer à la Côte d'Ivoire, au Mali et à l'Afrique tout entière et pratiquement au monde entier. Écoutez ici Shogel Kokala Maïga. Vous jouez à fédéral. Bonjour et bienvenue dans cet entretien qui reçoit... Je vais juste vous montrer les images et puis maintenant vous allez écouter ça en audio. Bonjour Monsieur le Premier ministre. Bonjour Alain. Alors j'ai envie de commencer en disant, vous êtes considéré comme le faucon qui a décidé de bouter les Français hors du Mali. On exagère quand on dit ça? Soit qu'on exagère, nous formons une équipe. Bon, je vais vous faire écouter ça. Un chef. Oui, mais celui qu'on entend le plus, c'est vous, hein, celui qui Je vais vous faire écouter ça en audio. Celui qui est sur les médias, c'est vous. On n'a pas beaucoup entendu Assimi Goïta, le président, parler. Je dis, ce monsieur-là, il est empreint, tout ce qu'il dit est empreint de sagesse. Shogel Kokala Maïga, vous êtes donc présenté comme le faucon. Hein? Comme le faucon de la scène politique au Mali.
J'ai cru que vous allez mettre des cœurs pour lui. J'ai cru que vous alliez mettre des cœurs pour Choguel Kokala Maïga. Voilà ce que Alain Foucault tente de lui dire. Mais c'est des questions dont vous ne pesez pas directement le sens. Il tente au travers de cette question de surestimer Choguel Kokala Maïga, le placer même au-dessus du patron du Conseil national de transition. C'est pas ça l'objectif. Et il le ramène, il le fait redescendre sur terre pour lui dire attention. Tout ce que je le fais donc en conformité avec les aspirations, avec la vision du patron du Conseil national de transition qui est Assimi Goïta. Et je suis très bien à l'aise pour pouvoir porter haut parce que je maîtrise pratiquement tout le dossier. Choguel Kokala Maïga. Suivez. Nous changeons beaucoup. Il donne des orientations. Donc, je sais plus ou moins, de façon précise d'ailleurs, sa vision des choses. Celui qui pense que la France vous a lâché en plein vol, comme vous l'avez laissé entendre à la tribune des Nations Unies. Abandon en plein vol. Oui. C'est un militaire. Dans l'art. J'espère que vous entendez. Hein. On a abandonné je ne veux pas. Combat. En fait, c'est la trahison. Oui. Mais on a adouci les termes en parlant d'abandon en plein vol. Oui. Ces officiers ont fait entre 15 et 18 ans sur le théâtre des opérations militaires dans le Nord. Écoutez. Ils ont été enlevés, séquestrés par les terroristes pendant des mois. Oui. Ils ont échappé à des embuscades. D'accord. Et lui, c'est le commandant des forces spéciales, les opérations les plus... Il était sur le terrain. difficiles. Donc, c'est des hommes qui ont vécu dans leur chair, dans leur âme, toutes les... Chers amis, Nina me dit il y a 328 personnes. Ok, merci infiniment. Je n'arrive plus à voir... Faites-moi une capture d'écran et puis vous m'envoyez ça inbox s'il vous plaît. eBay de London, machin, tous ceux qui sont là, faites-moi des... Je dis, Choguel Kokala Maïga relève un fait important que vous ne suivez pas peut-être. Il dit que ce que vous voyez à la tête de la transition, du Conseil national de transition, puisque la nouvelle charte portant institution de la charte, du moins du Conseil national de transition a été adoptée. Ça, c'est pourquoi je parle maintenant de Conseil national de transition. Je vous ai toujours dit, moi je n'aime pas le terme junte. C'est dépréciatif et puis ça a un sens avilissant. Moi je n'aime pas. Junte là. Non, non, non. Nous, c'est le Conseil national de transition. Voilà. C'est comme ça qu'on fonctionne. Et donc, il dit ici que les officiers que vous voyez à la tête du Conseil national de transition, en l'occurrence, Assimi Goïta, c'est des personnes qui ont donc fait le théâtre des opérations. Depuis donc 2012-2013, depuis l'avènement des toutes premières forces étrangères, qui étaient au départ Serval, qui plus tard s'est mué en Barkhane et aujourd'hui qui est en train d'être européanisé avec la dénomination de Takuba. Et lui, Assimi Goïta faisait donc partie des forces d'intervention opérationnelles sur le terrain, donc dans le cadre de la libération de la grande zone qu'on appelle l'Azawad pratiquement. Est-ce que vous suivez très bien? Donc c'est des gens qui ont une connaissance poussée du terrain malien. Ça veut dire quoi? Qu'ils sont donc dotés de ce qu'on appelle la fibre patriotique parce qu'ils sont prêts à mourir pour leur propre pays. Assimi Goïta, je rappelle, hein, pour ceux qui connaissent son CV déjà, voilà, il a une expérience en matière donc d'éradication du terrorisme. Il a même conduit des opérations, je vais dire sur le terrain, depuis 2015 jusqu'au jour d'aujourd'hui. C'est quelqu'un au niveau donc de l'opérationnalité qui est très bien assis. C'est ceux-là qui sont aujourd'hui à la tête de la transition. Ce n'est pas vos militaires, hein? Ce n'est pas vos gens-là. Voilà. Écoutez bien encore. Trahison, tous les coups bas. Le mot trahison revient beaucoup dans vos propos, monsieur le Premier ministre. Quand vous dites trahison de la part de la France, alors la France vous dit, nous sommes venus vous aider, si on n'était pas venu en 2013, le Mali n'existerait peut-être plus. Oui. Comment peut-on parler de trahison dans ces circonstances-là? Vous savez que des hautes autorités françaises, des sénateurs, des députés, dans des débats, Écoutez, hein.
on lui parle de trahison. Je dis que je vais commenter au fur et à mesure. Ici, chaque fois qu'il fait toutes ces interventions, la chronologie, je vais dire de toutes ces interventions, le terme trahison, il y revient. On parle de trahison que lorsque vous et moi, nous nous sommes accordés sur un fait et qu'au dernier moment, vous faites volte-face. C'est en ce moment-là qu'on parle de trahison. Je donne un exemple. Maman, Laonie Fleur et moi, nous nous sommes accordés, on s'est entendus sur un fait. On a décidé de mener une activité ensemble. Et au dernier moment, elle me laisse sur le carreau et puis elle va ailleurs. Ça, on parle de trahison. Donc, ça veut dire quoi? Des accords de coopération et de défense bilatéraux ont été donc définis avec la France dans le cadre donc d'un projet d'éradication du terrorisme dans le nord Mali. Est-ce que vous suivez? Et qu'en dernier ressort, la France a dû faire volte-face. Vous allez suivre tous les différents rapports qui ont été faits sur la base aujourd'hui des fournitures d'aide alimentaire, de fournitures d'aide militaire et de toute la logistique aux terroristes, les armées, surarmées d'ailleurs, pour venir donc s'en prendre aux populations maliennes. Vous avez vu les récents rapports. Donc on poursuit. C'est intéressant ce truc-là. On dit clairement qu'il faut donner l'autonomie au Nord. Oui. Il faut un plan d'autonomie. Oui. Que les Maliens du Nord et du Sud ne peuvent pas vivre en fédération. En fait, ils voulaient diviser le Mali par une fédération. Le 15 mai 2015, quand l'accord pour la paix et la réconciliation sur les procès d'Alger a été signé, le lendemain. Mais est-ce que vous avez suivi ça? Choguel Kokala Maïga dit, je dis, non, mais ceux-là, ils ont été trop patients. Il fait ici une révélation importante depuis 2015. Les accords d'Alger de 2015, où un projet de division du Nord Mali avait donc été institué, où le ministre à l'époque, Jean-Yves Le Drian, disait qu'il y a donc une impossibilité du Nord Mali de se réunir avec l'autre partie du monde. Je vous le rappelle qu'à l'époque, ils avaient pratiquement 80% du territoire. Il ne reste que Bamako qui respire. Sinon que tout le reste était aux mains des rebelles, des terroristes, je veux dire. Il dit qu'à l'époque, Jean-Yves Le Drian avait visiblement dit sur toutes les plateformes qu'il y a une impossibilité visible du peuple malien à pouvoir se réunir avec leurs frères qu'on appelle les Touaregs. Je vous ai toujours dit que les Touaregs, c'est un peuple hybride. Ça, c'est pas moi qui le dis, mais c'est un fait. Quand on dit Touareg, il y en a au Mali, il y a Touareg en Mauritanie, il y en a un peu qui traînent en Libye, il y en a même qui sont en Guinée. C'est un peuple hybride qui n'a aucune circonscription géographique identitaire. Ça n'existe pas. Hein? Ils sont, voilà, ce n'est pas un peuple qui a une notion, je vais dire, beaucoup plus sédentarisée. Non, eux, ils sont partout. Et c'est ceux-là, chaque fois qu'ils arrivent dans un espace géographique bien précis, tentent par des petits coups d'État, des mouvements terroristes pour pouvoir se sédentariser. C'est de ceux-là qu'ils parlent. Et ce sont eux aujourd'hui qui, avec tous les différents mouvements, je veux dire, de l'Al-Qaïda et autres, qui ont donc tenté de diviser, de partitionner le Mali en occupant toute cette grande partie. Donc ce projet de partition du Mali avait été déjà concocté depuis 2015. Choguel Kokala Maïga. Si vous n'avez pas écouté ce truc-là. La défense française, Jean-Yves Le Drian, il a donné une interview sur RFI. Okay. Et que les Maliens du Nord et du Sud ont tout fait pour vivre ensemble. Okay. C'est difficile. Conclusion, on l'attire. Avant lui au Sénat, que ça soit de gauche ou de droite, oui. Au Parlement, c'est documenté. Ils ont dit qu'ils vont donner un plan d'autonomie au Nord. Le ministre des Affaires étrangères de Nicolas Sarkozy, Alain Juppé, je l'ai écouté, j'ai documenté. Il a dit sur la chaîne LCI que son dernier voyage au Mali, en mars 2012, il a dit à ATT qu'il faut donner l'autonomie aux Touaregs. Des chefs. C'est pas de que je parle. C'est pas de là que je parle. Nina la Lyon, merci infiniment. 373, merci infiniment. Ah! Vous avez suivi depuis déjà sous comment il s'appelle? ATT, Amani Toumani Touré. Un plan
plan d'autonomisation des Touaregs, c'est de cela que je parle. J'ai dit que c'est des peuples hybrides. Hein? C'est un peuple hybride. Voilà. Un plan d'autonomisation des Touaregs avait donc été déjà concocté depuis sous Amani Toumani Touré. Mais c'est en croire que nos différents chefs d'État à la tête du Mali ont été donc des lâches. Un projet visiblement écrit de partition depuis Jean-Yves Le Drian jusqu'au jour d'aujourd'hui, depuis 2015 jusqu'au jour d'aujourd'hui, qui avait donc été mis sur la place publique et qui n'ont pas pu apporter un type de réponse. Mais je me dis que il fallait naturellement se débarrasser de ces personnes. Depuis sous Amani Toumani Touré, c'est ce que Choguel est en train de révéler. Mais est-ce que vous pensez que... C'est pourquoi nous on dit que nous, là, on encourage les coups de force. Si des coups de force doivent contribuer à la restauration de la dignité du peuple du Mali et à la souveraineté du peuple du Mali, mais nous, on est obligés d'accompagner. Nous, on est obligés d'accompagner, de soutenir. Écoutons le type. Non, c'est trop doux, ce truc-là. On dit que c'est la France qui leur a promis de diviser le Mali pour faire un État. Donc, quand après le pays a été envahi, oui, et que notre gouvernement a saisi l'État français, ce qui a été convenu, pourquoi je parle de trahison, oui, ce qui a été convenu, la lettre est très claire, appui aérien et à renseignement. Il n'était pas prévu des militaires français au sol. C'est les soldats maliens qui ont libéré Kona, qui ont libéré Gao, qui ont libéré Tombouctou. Arrivé à Néfis, c'est l'armée française qui leur a barré la route. La mer de... C'est réel ça que l'armée française a empêché d'entrer dans Kidal? Authentique. Avec quelle explication? Comment c'est expliqué qu'ils ne puissent pas rentrer dans une ville du Mali? Ils se sont opposés par les armes et l'ambassadeur de France qui était là en ce moment. Je dis, oh non, vieux là, je l'appelle vieux parce qu'il a l'âge de mon père, il a 63 ans. C'est pour ça que je dis vieux là. Non mais vieux là en train de faire des révélations importantes. Il dit, l'accord de coopération qui avait donc été ratifié avec la France dans le cadre donc de l'éradication des mouvements terroristes sur le sol malien, il était donc question pour la France de procéder donc par ce qu'on appelle un appui aérien. Et les forces qui devaient évoluer au sol, c'était les FAMA, les forces armées maliennes. Berthe, soit salué, tous les Maliens sont là, merci infiniment. Les forces qui étaient donc censées évoluer au sol, c'était donc les FAMA, les forces armées maliennes. La France donc devait procéder par un appui je vais dire au niveau aérien. Mais il s'est trouvé que, en plus de l'appui aérien, les Français sont venus pour constituer une sorte de force tampon. Et donc, ont empêché, manu militari, la progression nette des forces armées maliennes dans le cadre donc d'une offensive objective d'éradication des terroristes dans certaines localités. Je parle de Tombouctou, je parle de Kidal, je parle de Gao, je parle de Assongo, il y en a plein de localités. Tous les Awad. Choguel Kokala Maïga ici le dit sur une chaîne française. Le choix du média est important, vous devez comprendre. Allons parler sur la chaîne. Le procès Franklin Nyamsi le disait une fois que tous nos journalistes qui vont piluler en France là-bas, mais il faut tenter de leur arracher quelques mots sur nos médias français, africains. Ils parlent sur leur propre chaîne et il fait des révélations importantes sur RFI. Il aurait pu le faire sur OLTM, sur RFI. Eux-mêmes, leurs propres médias. Non, c'est fort. Il s'appelait Christian Rouillet. Oui. Pour avoir dit à son gouvernement, oui, vous êtes en train de faire une faute. Oui. Ceux que vous soutenez ne sont pas représentatifs. Oui. Ni dans la communauté tribale, ni dans la communauté. Ne vous discréditez pas avec eux. Oui. 2 jours après, on l'a relevé. Vous savez par qui on l'a remplacé? Par l'officier de la DGSE, l'officier de liaison avec les mouvements. La Direction générale de la sécurité extérieure des services de renseignement. Oui. C'est un officier qui vient, qui s'appelle Gilles Iberson. Oui. C'est lui qu'ils ont désigné ici comme ambassadeur. On se souvient de l'Alliance populaire ici, lorsque
François Hollande, alors président, est venu ici, on le remerciait pour Soyons avoir ensemble. sauvé le Mali. 9 ans après, qu'est-ce qui s'est passé pour qu'on demande à l'armée française de partir dans la rue, partout, les politiques? Non, parce que ce jour-là, les Maliens ont pris à la sincérité des dirigeants français. Ok. Et lorsqu'on a empêché l'armée de rentrer à Kidal, les Maliens se sont mis. Ils se sont préparés pendant 2 ans. Pendant ce temps, l'armée française qui n'était pas prévue d'être au sol, pendant qu'ils interdisaient à l'armée malienne de rentrer au sol, Oui. ils amènent 4000 militaires avec un budget de 1 milliard. Est-ce que c'est pas avec l'autorisation de Mali? 4000 militaires, ce n'était pas prévu par l'opération Serval. Oui. Ce qui a été dit aux Maliens, ce n'est pas ça. Oui. 1 milliard de francs CFA par jour. Tout le reste est venu de ça. Mais j'ai dit. Mais est-ce que vous comprenez même la gravité des choses? Est-ce que vous comprenez la gravité? Dans le cadre donc de l'opération Serval au Mali, je vous précise ici que Serval est au Mali depuis 2013. Et les forces françaises dont le champ d'intervention opérationnel était au niveau aérien ont plus tard procédé au convoyage de 4000 soldats. Et le budget estimatif dédié pour permettre à cette force-là d'être opérationnelle sur le terrain, 1 milliard par jour. Mais attends, my God. Mais est-ce que vous comprenez même la gravité? 1 milliard de nos francs, c'est-à-dire CFA, par jour, dans le cadre du financement et d'appui, de financement pour, je vais dire, une opération d'éradication des terroristes sur le sol malien. 1 milliard par jour. Et de 1 milliard par jour, nous sommes aujourd'hui jusqu'en 2022. Aucune avancée notoire sur le terrain. Mais quand vous comptabilisez 1 milliard par jour, par mois et par an, pendant 9 ans, affichez-moi le montant. My God. Non. Vive le Maliba. Est-ce que vous savez qu'Assimi Goïta, pour la petite histoire, Oui. fait partie des officiers qui ont été bloqués à la porte de Kidal? Les unités spéciales. Bon. Assimi Goïta, qui est donc le patron du Conseil national de transition, ce n'est pas pour ne rien qu'il a pris ses responsabilités. Quand on dit à nos pantins en Côte d'Ivoire de prendre leurs responsabilités, ben, moi j'ai décidé de ne même plus m'adresser à eux parce que ce n'est pas des interlocuteurs fiables. Ce n'est pas un Koneza Carrière que nous on parle. Ce n'est pas des interlocuteurs fiables. Mais quand on dit ici que Assimi Goïta, celui qui a donc pris la tête du Conseil national de transition, a été freiné sur le terrain dans le cadre d'une opération, d'une offensive à Kidal. Assimi Goïta était donc sur le terrain, a été stoppé net par les forces françaises. Mais vous comprenez déjà toute la supercherie de la France. C'est pourquoi ici, il parle toujours de trahison. Ibrahim Keïta, je risque de te bloquer. Hein? Je ne sais pas de qui tu parles, mais je risque de te bloquer. Je vais te bloquer. Écoutons. Ils ont pris Anifis. Ils s'apprêtaient à donner l'assaut sur Kidal. Les Français ont bloqué. Qu'est-ce que vous faites maintenant que Écoutez. vous leur demandez de partir? Non, nous ne leur avons pas demandé de partir. C'est eux qui ont dit qu'ils partent. Oui. Ce qui s'est passé. J'ai vu une certaine pression de la part des autorités. Non, ici on n'est pas en contradiction. C'est un premier ministre et c'est un discours politique qu'il tient. Est-ce que vous avez demandé à l'armée française de partir? Nous ne leur avons pas demandé de partir. Quand on dit nous demandons le départ de l'armée française, ça doit être sur la base d'une production écrite. Nulle part dans les archives, nous avons demandé à la France de partir. Mais il y a des mouvements de pression subtils qui se font. Ça, il parle en tant qu'homme politique. Yasmine, soit salué. C'est des mouvements de pression subtils qui se font sur le terrain. Écoutez, tu es dans la maison ici. Je ne suis pas obligé de te dire, tu n'es pas le bienvenu dans la maison. Hein? Mais quand je prépare, je ne te donne pas. Quand tu es là, je sème le bordel, je fais tout ce que je veux juste pour te mettre mal à l'aise, pour te dire combien de fois tu n'es plus le bienvenu. C'est ce que ça veut dire. Mais là, Shogel, il dit,
Ça ne veut pas dire qu'on a menti. Hein. Quand on a dit que le Mali demande le départ des forces françaises, non. La preuve, vous dites, comme vous dites, vous partez, allez-y. Mais est-ce que si on a demandé même déjà à l'ambassadeur du parti, ce n'est pas les forces là qui nous intéressent quelque chose. On demande même à la représentation politique directe de la France sur le sol malien du parti Joël Mayer. Il est parti. Il était ovationné ici, il est parti. Alors si on demande à une représentation de la République française sur le sol malien du parti, ce n'est pas les forces armées là qui chose. Donc, on n'est pas en porte-à-faux. C'était pour corriger ça. Pas du tout. On a vu les pancartes. Non, les fleurir, les pancartes. Oui, mais c'est comme ça, les pancartes. C'est eux qui ont dit, oui. Le 3 juin, faites-moi une capture d'écran, vous m'envoyez une box. C'est un nouveau gouvernement qui vont quitter le Mali au motif que le Mali s'apprêterait à discuter avec les terroristes. C'est la raison avancée. Vous avez un accord de défense avec nous. Ok. Vous décidez d'en sortir. Vous ne nous avisez pas, c'est sur les médias qu'on apprend. Oui. Un sommet du G5 Sahel, le président français vient tout d'égo annoncer. Oui. Ce jour-là, notre président lui a dit, monsieur le président, ce n'est pas comme ça. Ok. Deuxièmement, nous savons que les deux forces terroristes au Sahel, c'est Al-Qaïda. Oui. Et les GIS. Les 70%, 80% de nos problèmes, ça vient d'Al-Qaïda. Okay. Toutes les emprises où il y a Al-Qaïda, les Français disent qu'ils les laissent. Ils peuvent se concentrer dans la zone des 3 frontières. Donc c'est une façon de dire au Mali, on vous livre Al-Qaïda. Oui, je vous ai parlé de la zone des 3 frontières la fois dernière. Si vous suivez ma vidéo, je suis revenu en profondeur sur la zone des 3 frontières. Le Niger, le Mali et le Burkina. Voilà, qui était une zone relativement très dangereuse. Donc, si vous suivez ma vidéo, vous allez comprendre. Et c'est une zone à partir de laquelle tous les mouvements terroristes sont actionnés. Vous allez aller dans ces zones-là, il y a des tunnels. Suivez ma vidéo, vous allez comprendre. L'accord qui nous dit, on le relie, on fait le divorce en bonne et due forme. Oui. Nous avons proposé une réalité de l'accord, ils l'ont mis dans le tiroir. Certainement en attendant de renverser le régime, ils n'en ont parlé à personne. Ok. Et mais arrivé à un moment donné, ils se sont énervés, ils se sont mis à insulter nos autorités. Leur ambassadeur se livrait à des activités subversives ici. C'est pour ça que vous lui avez demandé de partir. Qui divisent les Maliens. Et lorsqu'ils sortent de façon... Non, mais c'est clair. Quand ils parlent ici que leurs ambassadeurs se sont livrés à des activités subversives, mais il faut qu'on précise pour que vous arriviez à comprendre. Parce que là, c'est un discours condensé. Les ambassadeurs se sont livrés à des activités subversives. Je l'ai dit dans certaines de mes vidéos. L'ambassadeur de la République française au Mali était donc impliqué, il y a des audios qui pilulent, était donc impliqué dans des stratégies d'information et de renseignement auprès des mouvements djihadistes et terroristes. C'est eux-là qui procédaient au convoyage de certains mercenaires, parce que quand ils viennent, c'est la diplomatie, donc il n'y a aucun contrôle qui est fait, les gens ils passent au travers de toutes les zones de contrôle, parce que c'est un convoyage diplomatique. Et c'est des mercenaires qu'on envoie qui procèdent au renseignement sur le terrain. Et donc ce sont ces informations qui ont été captées par nos autorités. Est-ce que vous suivez? C'est ces informations qui ont été donc captées par nos autorités. Ils ont dit, mais si l'ambassadeur, qui est une représentation légale de la République française sur notre sol, et que c'est lui aujourd'hui, visiblement, qui pactise avec nos ennemis, mais nous allons demander manu militari le départ de Joël Meyer du territoire malien. Et c'est ce qui a été fait. Ça a été fait. Et puis il est parti. Est-ce que vous suivez? Donc, quand on dit qu'il était impliqué dans le cadre d'activités subversives, ce n'est pas drogue qu'il vendait, ce n'est pas ça. C'est le renseignement, la fourniture d'informations sensibles, l'espionnage sur le terrain. C'est pourquoi on a demandé à Joël Meyer de partir, d'aller faire son espionnage ailleurs. Est-ce que vous suivez? On poursuit. C'est trop intéressant le truc là. Cyril s'adressait au président de la transition, au chef de l'État malien. Oui. Nous avons dit que ça n'est trop. Surtout qu'on subodorait qui préparait un plan pour vous renverser, vous. Mais c'était très clair. Oui. Vous. Et c'est renverser le gouvernement, toutes les manœuvres qui se faisaient. Oui. C'est pour renverser tous ces discours-là. Ce gouvernement est légitime ici de 2 coups d'État. Oui. Mais il y a un gouvernement, le premier gouvernement de la transition, il est issu d'un coup d'État. Ils l'ont félicité. On a entendu Hollande dire... Écoutez cette partie. J'ai dit que les gens mettraient le dossier malien. Mais moi, je suis avec beaucoup plus d'attention
l'évolution du dossier malien. Et je me félicite aujourd'hui que j'ai des... Comment on les appelle? J'ai des canaux, j'ai des relais aujourd'hui au Mali. Au même titre qu'au Burkina, mais en Guinée, j'en avais. Après, je les ai perdus. Mais au Mali, j'ai des relais au quotidien. C'est-à-dire, j'ai des relais au quotidien au Mali. Parce que toutes les forces sont concentrées au Mali. Il dit ici que la France a commencé par une campagne de diabolisation des institutions en place. Le Conseil national de transition, le CNT. La France a dit un peu partout que c'était un gouvernement illégitime, un gouvernement issu de 2 coups d'État. Excusez-moi, je vous ai dit, je suis enrhumé, donc excusez-moi, c'est pas ma faute. Excusez-moi. Excusez-moi, hein, je vous ai dit, je suis enrhumé. Il dit que ce gouvernement est issu de 2 coups d'État. C'est la fille de 2 coups d'État. Et le premier coup d'État, c'était donc le coup d'État du renversement de Ibeka. Et celui qu'on avait donc installé au pouvoir, c'était le colonel Bandao. Et je vous le rappelle, bien avant que le colonel Bandao, mais je vais vous donner peut-être ces informations plus tard, quand le colonel Bandao, qui était chez lui, comme Gueye était à Kabakouma, qui sont le prendre et qui sont mis à la tête du Mali, à un moment donné, Bandao a commencé à faire le jeu de la Centre-Draman Ouattara de la France. La preuve, il avait donc voulu procéder à des nominations à des postes importants au sein donc de l'administration gouvernementale en écartant ceux-mêmes qui avaient donc été à l'origine du coup d'État, des Assimi Goïta et autres. Est-ce que vous écoutez très bien? Mais lorsque Ibeka était donc renversé, vous n'avez pas vu la France venue condamner ce coup d'État. Ils ont plutôt demandé à ce qu'on puisse revenir tout naturellement à l'ordre constitutionnel, comme ils ont l'habitude de le dire, par tout un langage enrobé pour tenter de saper le moral des gens. Et donc, ce coup d'État contre Ibeka n'avait pas été condamné. Pourtant, celui qui était à la tête du Mali, c'est le colonel Bandao, qui était militaire. Est-ce que vous suivez? Mais c'est lorsque les Assimi Goïta, qui avaient donc dans leur matrice l'affirmation de l'intégrité territoriale, l'affirmation je vais dire, de l'originalité du peuple du Mali, ils avaient cela dans leur matrice et qu'ils ont vu que Bandao a commencé à faire volte-face. La preuve, il a bénéficié de pas mal d'entrevues au niveau d'Abidjan. Il a été donc essuyé, un militaire qui a été donc à Abidjan, essuyé les souliers de celui qui est au pouvoir à Abidjan. Est-ce que vous suivez? On lui a même donné le lait à Abidjan. Un militaire. Quand Assimi a vu, il dit attention, notre affaire qu'on a fait, ou nous-mêmes, et je vous le rappelle, mais quand vous allez suivre plus tard dans la vidéo, vous allez comprendre d'où Assimi Goïta vient. Quelqu'un qui est allé en Russie, qui a été formé en Russie pendant pratiquement 24 mois. C'est un Russe. Goïta, c'est un Russe. Au même titre que tous ceux qui sont là. ATT, Ibeka, tout ce monde, jusqu'aujourd'hui, Goïta, eux tous c'est des Russes, des militaires, ils ont été formés par la Russie. C'est pas ce qu'on s'est dit, vieux père. Nous, on allait te chercher dans ton village, te déposer à la tête du Mali, mais si tu commences à faire le jeu de Draman, nous, on te dépose tranquillement. Voilà comment, contre toute attente, Bandao a été déposé. Et que Assimi Goïta a pris ses responsabilités. C'est important. Et c'est Shogel Kokala Maïga qui le dit. Macron dit qu'ils ont fait en 3 mois plus que l'ancien gouvernement qu'ils ont soutenu à bout de bras jusqu'à sa chute. Okay. Et maintenant, les mêmes disent ceux qui les ont renversés, oui, ils ont fait en 3 mois plus que les autres n'ont fait en 7 ans. Mais quelques temps après, ils disent non, c'est un gouvernement issu de 2 coups d'État. Simplement parce qu'Assimi Goïta a dit les Maliens sont en train de mourir depuis 13 ans. Oui. Est-ce qu'on ne va pas essayer autre chose? Nous avons décidé de diversifier nos partenaires. Ils partent. Mettez le nombre de personnes en ligne, faites une capture de cas. Comment vous allez vous en sortir? Comment vous couvrez ce vide qui laisse? Mais le vide, de toutes les façons, ils ont commencé à le créer. Oui. Ils ont quitté les bases de Tessalit, ils ont quitté les bases de Kidal. Ils se préparaient à quitter Gao. Oui. À Tombouctou, ils ont laissé Gao et Tombouctou. Mais ces bases-là, il fallait qu'on les occupe. Oui. Est-ce que vous les occupez aujourd'hui? Nous allons les occuper, nous en avons occupé déjà. Oui. Mais il va y avoir une période de vide là. Mais il n'y a pas de vide. Il n'y a pas de vide. Nous avons déjà occupé ces bases-là avec les moyens que nous avons. Nous avons la même armée. Le leadership
leadership a changé. Tout à fait. Nous sommes réorganisés. Oui. On dit aux Africains qu'aucun État ne peut vivre sans l'aide extérieure. Ça fait 2 ans. Aucun appui budgétaire à notre État. Et on ne vous a pas versé personne, on ne vous a pas aidé. Personne. Et pendant ces 2 ans, on a tenu les salaires. On a augmenté les salaires. On a équipé l'armée. L'argent. Ah, bon, vraiment, ce gars-là, il parle fort et il parle bien. Ici, bonjour, j'ai pas reçu de notification. Il faut activer la cloche de notification. Sors de la vidéo, reviens et puis tu actives la cloche de notification. Et comment il s'appelle? Ashley Island. Il y en a qui me disent, il y a beaucoup qui ne reçoivent pas de notification. C'est fait exprès, c'est Facebook. On nous a dénoncé plusieurs fois. Donc, vous connaissez. Mais nous, on marche. Je dis, il a été donc dit ici par Shogel Kokala Maïga. 2 ans durant, nous n'avons pas bénéficié d'aide, d'appui budgétaire extérieur. Parce que ce qu'il a été dit un peu partout, et même l'audio qui a fuité entre Draman et Boubou Sissé et autres, ils ont dit que ce n'est pas des gens qui peuvent résister sur 1 semaine, sur 2 semaines. Et que lorsque les sanctions vont tomber, c'est des gens qui seront à un moment donné dans la débandade et vont décider de venir baisser la culotte. Et on va les enculer. Ils vont venir baisser la culotte devant nous, Draman, pour qu'on puisse les enculer. Voilà ce qui a été dit. Mais ce qu'ils ne savent pas, et je le dis ici haut et fort, parce que lui, quand il parle, c'est avec un langage politique, mais condensé. Ce que vous devez savoir, avant même la prise dans la définition du Conseil national de transition, le gouvernement malien, en accord, parce qu'il faut le dire haut et fort, en accord donc avec la Russie, la Chine, bientôt la Turquie qui ont été rentrés, un plan de riposte politique, diplomatique et même économique a été défini sur bonnes 20 années. Écoutez-moi très bien. Je dis un plan de riposte sur 20 ans. Je l'ai dit dans ma vidéo précédente que quand Gbagbo a été frappé par la rébellion, on a demandé au Bon Babré de travailler sur ce qu'on appelle le budget sécurisé. Mais eux, ils appellent ça ici, en lieu et place d'un budget sécurisé, eux, ils appellent ça un plan de riposte. Et c'est la vraie dénomination. J'ai dit, le monsieur là, il faut apprendre auprès de lui. Quand Shogel parle, moi, je nettoie très bien mes oreilles pour apprendre auprès de lui. Il a la terminologie, il a la prestance, il a le charisme. Franchement, il remplit tous les critères d'un homme politique. Il dit, je dis bien qu'un plan de riposte sur bonnes 20 années a été défini pour pouvoir faire face à toutes sortes de pressions financières et économiques. Parce qu'il savait pertinemment qu'on allait les boucler au niveau de lui et moi et autres. Il savait pratiquement qu'on allait procéder à un bouclage des frontières maritimes, des frontières aériennes et terrestres. Donc, les gens se sont préparés avec la Russie. Il dit ici, nous avons augmenté le salaire des fonctionnaires. Nous avons équipé et bien équipé l'armée. Nous l'avons rendu professionnel. Parce qu'il faut comprendre, un État est fort que lorsqu'il arrive à battre d'abord monnaie. Un État est fort, il y a un qui dit tu es le plus fort. Merci, non, on n'est pas le plus fort. Un État est fort que lorsqu'il arrive à battre monnaie. Ça veut dire le Wari, la maquette aujourd'hui qui est en train de circuler, le Wari qui sera donc la monnaie malienne. À travers donc la mise sur pied de la Banque centrale malienne, un État est fort que lorsqu'il arrive à battre monnaie. Mais un État encore fort lorsqu'il a une puissance de feu. Et un État encore plus fort que lorsqu'il a une armée. Avec une puissance de feu. Donc, on a compris la nécessité de s'armer et de rendre l'armée beaucoup plus professionnelle. Quand vous écoutez le gars qui est à Abidjan qui dit que comme maintenant Barkhane vient de libérer le Mali, nous allons équiper nos gars pour les rendre beaucoup plus professionnels, c'est le plan d'attaque. Et les révélations qui ont été faites, c'est qu'on veut européaniser le conflit. Le conflit géostratégique qui est en train de se passer entre l'Ukraine et la Russie, c'est ce qu'on va tenter de colporter au niveau d'Abidjan en faisant donc d'Abidjan une base de, comment on appelle ça là, de l'armée occidentale au niveau donc d'Abidjan qui va servir directement de moyen de pression immédiat contre tous les différents contestateurs de leur système. C'est donc Abidjan. Et c'est pourquoi il a dit que nous allons concentrer tous les efforts dans dans l'équipement, dans la professionnalisation de notre armée. En d'autres mots, on va payer fusil. Écrivez marche fort et puis je vais courir. En d'autres mots, on va payer fusil. Et c'est ce que le gars d'Abidjan a dit. Si on ne peut pas
à l'intérieur du Mali, parce qu'il faut bien que le verre soit dans le fruit, mais si on ne peut pas à l'intérieur du Mali leur faire des crocs en jambes, nous allons nous replier au niveau d'Abidjan, je vous assure, donc une base arrière, et à partir de là, nous allons faire donc un moyen de pression. Et ne décrochez pas, je vais vous lire tout à l'heure une motion spéciale d'un mouvement qui est donc en préparation au niveau même d'Abidjan pour tenter de discréditer. Mais je vais vous lire ça tout à l'heure. Est-ce que vous suivez l'affaire? Donc, Assimi Goïta est prêt sur 20 ans. Il dit en 2 ans, nous avons donc procédé à l'augmentation de la masse salariale. Ça fait 1. Nous avons équipé notre armée. Mais c'est des bons qualitatifs. Parce que l'objectif, c'est de retourner la population contre les autorités. J'ai dit, quand j'ai commencé la vidéo, j'ai dit que la République finlandaise, c'est-à-dire la République, les Ivoiriens sont des Finlandais. C'est-à-dire on ne mange pas, la République de la faim. Les Ivoiriens sont des Finlandais, la République de la faim. Mais attends, quand on n'arrive plus à manger, le fonctionnaire lambda, quand il n'arrive plus à percevoir son salaire en fin de mois, mais vous voyez déjà le courroux que ça suscite. Et donc, c'est pour pallier à cette éventualité qu'un plan de riposte a été bien défini. Donc, vous comprenez bien que Choguel Kokala Maïga ne travaille pas uniquement sur le volet institutionnel et donc, comment on appelle ça, la politique de refondation de l'appareil institutionnel de l'État du Mali. Non, il travaille essentiellement sur les questions budgétaires et financières. C'est ça Choguel Kokala Maïga. Donc, ce n'est pas des gens de simples gueulards, comme celui qui est de l'autre côté, de simples gueulards, qui n'ont aucune politique de redressement financier. Non, lui là, c'est vraiment un ingénieur de télécommunications, il maîtrise son affaire. C'est lui là qu'on prend, on met comme premier ministre. Il n'y a pas encore eu un premier ministre dans toute l'Afrique, en dehors de Choguel Kokala Maïga, pour aborder les questions d'autonomie financière. En Afrique, ça n'existe pas. Fouillez toute l'Afrique, un premier ministre pareil comme Choguel, il n'y en a pas. Suivez, on est presque fini. Plus que les 30 dernières années réunies. L'argent vient d'où? Ça vient du Mali. Là, on parle de la présence des mercenaires de Wagner. Sont-ils là, les mercenaires de Wagner? Et qu'est-ce que vous leur donnez en échange? Comment vous les payez? Nous travaillons avec des coopérants russes. Oh, ok. Dans le cadre d'un Est-ce que vous avez signé avec une société privée ou avec l'État? Je vous dis, nous travaillons avec l'État russe. Ok. Le président Poutine dit... Mais nous ne commandons pas les propos d'autres chefs d'État, d'autres journalistes, d'autres commentateurs. On a vu ici des avions cargo atterrir. Non, cette partie, il faut que ce discours soit entendu de tous. Je reviens sur cette partie parce qu'il faut que ce discours soit entendu de tous. Est-ce que vous travaillez avec des structures militaires privées au Mali qu'on appelle Wagner? Il dit, nous travaillons avec des coopérants russes. Donc, il dit ici que nous travaillons avec la Russie. Il faut que ce discours soit entendu. Il ne faut pas tenter d'infantiliser le Conseil national de transition en les réduisant pratiquement. Mais attendez, la France même qui est la France, est-ce qu'elle n'évolue pas dans les différents pays avec des organismes qui sont comme des sociétés écrans militaires? Mais attends, le principe de constitution de sociétés privées militaires, ce n'est pas aujourd'hui, c'est un fait de l'autorité publique. Mais pourquoi on veut tenter de brandir l'armée russe qui est donc présente sur le sol comme étant des va-t-en-guerre des Russes, des mercenaires qui sont juste là dans un souci de pouvoir engranger des devises? Voilà ce qu'on entend de près. C'est pourquoi il est précis ici. Et il faut que ce discours soit entendu de tous. Ceux qui sont au Mali, c'est l'armée russe. Nous travaillons avec la Russie. Nous, on n'est pas dans Wagner. Choguel le dit haut et fort. Sur un média, il le dit sur un média français, RFI. Et ce discours doit être entendu dans toutes les chancelleries internationales. Que ceux qui sont au Mali, contrairement à ce qu'ils disent, et c'est pourquoi il a dit, il lui dit, mais on dit partout que c'est Wagner, il dit, nous n'allons pas commenter les propos des chefs d'État et des organes de presse internationaux. Est-ce que vous suivez très bien? Eux, ils peuvent faire leurs commentaires qu'ils peuvent. Mais nous, là, nous travaillons en synergie avec la Russie. Point barre. Ce discours, j'espère qu'il est entendu. Et puis, il faut qu'on mette fin à ce débat.
Wagner et autres. Non, c'est Poutine qui est là-bas. Écrivez Poutine. Oh, c'est Poutine qui est au Mali. C'est ce qu'on veut vous dire. Et Shogel Kokala Maïga le dit haut et fort. Pensez qu'on est en train de jouer? Nos vies sont en danger. Vous pensez qu'on est en train de jouer? Un monsieur qui a 63 ans, qui met donc sa vie en quarantaine pour engager un combat de libération. Pensez qu'on est venu jouer? Ah non, non, non. Sa vie en danger. Et il est le seul premier ministre dans toute l'Afrique aujourd'hui à avoir livré sa vie. Vous pensez que les gens sont en train de jouer? Lui, il s'amuse, c'est le chaos, il meurt. Il sait. Donc on ne joue pas. C'est Poutine qui est au Mali. Retenez ça aujourd'hui. Avec des hélicoptères neufs qui sortaient. Oui. Nous avons les instructeurs russes qui sont avec nos officiers. C'est pas Wagner. Mais on n'a pas caché. C'est pas Wagner. Non, le mot Wagner, c'est les Français qui le disent. Nous, on ne connaît pas de Wagner. Ok. Qu'est-ce qu'ils vous donnent les Russes? La coopération russe, Oui. et pas seulement les Russes, comme je vous l'ai dit. Oui. Nous ne sommes pas seulement avec les Russes. Il y a qui d'autre? On sait qu'ils ont des problèmes géostratégiques avec la Russie. Nous, personne ne va nous entraîner dans un combat qui n'est pas le nôtre. Nous, Je vous ai toujours dit que quand le monsieur il parle avec un langage politique un peu condensé. Donc, il faut avoir de la sensibilité pour pouvoir comprendre ce qu'il dit. Hein? Voilà. Le discours peut passer rapidement, mais il fait avec un langage un peu condensé. Donc, il faut avoir beaucoup plus de sensibilité pour décoder ce qu'il dit. Il dit qu'ils ont des problèmes ils ont des conflits géostratégiques avec la Russie. Et donc, ce n'est pas ce qu'ils vont tenter de colporter au niveau du Mali. Quand ils parlent de soucis géostratégiques avec la Russie, la France pratiquement, les soucis géostratégiques qu'ils ont avec la Russie, c'est au niveau de l'Ukraine. La France, donc, veut... Vous savez, depuis 2014 que la Russie a annexé la Crimée, et à un moment donné, la France veut intégrer comment on appelle ce pays-là, l'Ukraine au niveau donc de l'OTAN. Parce que, je vous l'ai toujours dit, depuis le sommet de Sochi, où Poutine a reçu pratiquement plus de 40 chefs d'État africains à qui il a porté un message clair, haut et fort, où il dit désormais orienter sa politique vers les États africains. Et donc, ils ont compris, depuis la Centrafrique jusqu'au jour d'aujourd'hui, une percée fulgurante de la Russie. Parce que la Russie, elle n'a que les muscles. La Russie ne fonctionne que par les muscles. Si vous pouvez bander les muscles, vous venez. Et donc, ils ont assisté à une percée fulgurante de la Russie dans les États africains. Alors, pour les engager, un moyen de riposte et de pression immédiate, c'est de permettre à ce que l'Ukraine, qui est donc une partie, l'âme de la Russie, parce que à Kiev qui est pratiquement l'essence de toute l'originalité du peuple russe, Vladimir Poutine ne saurait céder l'Ukraine à la partie occidentale. Et donc, eux, ils veulent intégrer l'Ukraine au sein des forces de l'OTAN. En ce moment, ça va donc permettre à l'Ukraine de pouvoir être assise militairement et de constituer une sorte de menace. Et c'est pourquoi vous voyez ces 2 temps aux portes de l'Ukraine la présence des forces. Vous voyez aux côtés de l'Ukraine, aux portes de l'Ukraine, la présence des forces russes. Parce que la Russie, à la vérité, n'est pas prête à céder à tout chantage. Est-ce que vous suivez? On poursuit. Ça sécurise notre population. On obtient avec la Russie, qui est un partenaire stratégique depuis 1960, Oui. qui a formé 80% de nos officiers par le passé. Okay. Il a fait sa formation en Russie. Oui. Bandao a fait sa formation en Russie. Okay. Assimi n'a pas fait la Russie. Ok. Donc, aujourd'hui, vous êtes aidés par les Russes. Oui. Comment vous les payez? On les paye par l'argent des Maliens. C'est Vous tout. n'avez pas donné de mines aux Russes? Non, Ça, c'est pas votre affaire. Ce jeu-là, ça, c'est des procès qu'on nous fait. Oui. Supposons même qu'on donne une mine. Ça fait quoi? Mais c'est nos biens. Oui. On ne peut pas nous interdire. Et rien ne vaut la sécurité des Maliens. Oui. Tout ce qu'il faut donner, si les Français avaient joué franc jeu, au lieu de dire on les aide et on nous tue, on inocule, comme j'ai dit, le virus du pétainisme, c'est-à-dire la défaite. Vous entendez, les Africains ne peuvent rien sans l'Europe, sans la France. Ça fait... Le virus du pétinisme. Non, l'homme là, il parle français et puis il est fort. Le virus du pétinisme, ça veut dire quoi? L'infantilisation de nos autorités. Et
On ne peut pas accepter qu'on continue de nous prendre pour des enfants, nous infantiliser. Ça ne peut pas passer. Ce qu'il appelle le virus du pétinisme. Sans nous, la France, vous ne pouvez pas vous affirmer. Vous ne pouvez pas disposer d'une autonomie à part entière. Lui, il dit, Choguel Kokala Maïga, il dit, ce discours-là, il est rompu. Écoutez le monsieur, parce qu'il parle bien. Ça fait 2 ans qu'on équipe. Ça fait 3 mois, nous avons préparé pendant 6 mois. Oui. La grande offensive à partir du 28 décembre. Oui. Et du 28 décembre à aujourd'hui, nous avons détruit plus de bas terroristes. Parce qu'avant, ils envoyaient des éléments aller attaquer des petits checkpoints, Oui. aller attaquer des douanes et des villages. Quels sont les Faites-moi une capture d'écran. Par exemple, vous avez un village qu'on appelle, qui est dans le cercle de Nyono, qui était occupé depuis 2 ans. Oui. Ça vient d'être libéré. Vous avez Djenné qui vient d'être libéré. Oui. Vous avez, les populations reviennent. Les populations Les reviennent. populations On a reviennent. 350 000 réfugiés depuis plus de 9 ans. En quelques mois, 50 000 sont retournés. 350 000 réfugiés en l'espace d'1 an. 350 000 réfugiés, ça dit presque le demi-million. 350 réfugiés en 9 ans. 350 000 réfugiés. Et en moins de 2 mois, nous avons 50 000 qui sont retournés sur leur terre d'eau. Je dis, faites juste un peu l'arithmétique, une étude un peu arithmétique et vous comprenez l'état d'avancement des choses. En 9 ans, nous avons 350 000 réfugiés, c'est-à-dire qui ont fui leur terre. Et en 2 mois de présence, de forte présence militaire des forces armées maliennes sur certaines localités du pays, en collaboration naturellement avec la Russie, nous avons pu assister à un retour de 50 000 Maliens. Donc, mais attends, on va coopérer avec qui? Parce que nous, là, nous allons sur la base d'indices objectivement vérifiables, sur la base de données factuelles. Ce que je vous dis, au moins, c'est factuel. 350 000 réfugiés, 9 ans. Ça veut dire que la présence de la France n'a pas contribué à freiner le fléau. Et qu'en 2 mois de présence militaire en accord avec la Russie, vous assistez donc à un retour de 50 000 personnes. Mais c'est factuel. C'est des personnes avec qui il faut traiter. On poursuit. On a dit après c'est fini. En 2 semaines, 20 000 sont retournés volontairement. Est-ce que vous pourrez tenir ces positions? Est-ce que vous en avez les moyens aujourd'hui? Sans l'armée française, comment vous allez faire? L'armée française, l'appui aérien n'existe plus. L'armée française était déjà partie, je vous dis. Ok. Barkhane s'est venu se substituer à Serval en disant que leur objectif c'est de contenir le terrorisme, ce n'est plus de le détruire, Oui. d'aider l'armée à monter en puissance et enfin aider les populations, faire du social. Oui. Là aussi, c'est un échec, l'armée n'est pas montée en puissance. Monsieur le Premier ministre, il y a plusieurs partenaires, vous avez dit. Oui. La Chine est partenaire aujourd'hui? La Chine est partenaire, bien entendu, nous ne le cachons pas. Faut diversifier. Nous ne parlons pas de tous nos partenaires en matière de défense, comme les Français font la fixation sur la Russie. Oui. C'est pourquoi nous parlons de la Russie. On sait que la Chine, généralement, fait des échanges en matière de mines. Là aussi, vous n'avez pas donné de carré minier. Comment vous payez ces États-là? Vous savez, est-ce que ça devait intéresser quelqu'un? Oui. Comment est-ce qu'on trouve l'argent dans notre pays pour nous équiper? Pour nous, qu'on paye avec des mines, qu'on Oui. paye avec de l'argent cash, qu'on paye avec de l'or, qu'on paye avec du diamant, Oui. tout ce qui nous appartient légalement. C'est tout. Ce n'est pas l'affaire de quelqu'un. Il y a Oui. des sociétés occidentales qui sont là, qui exploitent les mines, personne n'en parle. Oui. Je n'ai jamais dit que c'est des mines qu'on a données à des risques des Chinois. Je dis même si on le fait, Oui. qu'est-ce qu'il y a de mal dans ça? Monsieur le Alors. Premier ministre, ils sont un certain nombre à se poser la question de savoir maintenant que les Français sont partis. Est-ce que vous allez vous en sortir? Militairement. Nous allons nous en sortir. Nous avons pris toutes les dispositions. Nous allons assurer la sécurité de notre population. Oui. Déjà, il y a des résultats sur le terrain. Je viens de vous parler du nombre de personnes. Pour la première fois, il y a une inversion. Il n'y a pas d'émigrés. Les gens se retournent chez eux. Oui. Monsieur le Premier ministre, pourquoi est-ce que vous faites l'objet des sanctions de la CEDEAO? Pourquoi vos voisins avec qui vous commercez, avec qui Écoutez vous maintenant cette partie. même organisme, Pourquoi la CEDEAO vous sanctionne sanctionne? au point de vous fermer les portes? Il y a une contradiction fondamentale Oui. entre la CEDEAO et nous. Oui. La CEDEAO veut ramener les élections
à un processus purement électoral, pour ne pas dire électoraliste. Oui. Maintenant, si vous voulez qu'il n'y ait pas de coup d'État encore, il faut vous attaquer aux causes de l'insurrection. Ce qu'on veut nous amener... Mais pendant 5 ans, ça fait beaucoup. Personne n'a dit 5 ans. 5 ans, c'est une suggestion, une proposition venue des assises nationales. Aujourd'hui, on peut faire combien de temps? Aujourd'hui, nous avons sur la table des discussions, nous avons des chiffres en tête qui doivent être discutés avec la CEDEAO. On leur a dit, Oui. ils ont refusé, ils ont dit maintenant, comme il y avait un projet de vous renverser, Oui. comme vous nous avez donné l'occasion, Oui. on va faire un embargo et dans 10 jours vous allez tomber. Maintenant qu'ils ont constaté qu'on n'est pas tombé, Oui. ils vont venir, on va discuter entre nous, Africains, on va trouver une solution. Je ne peux pas vous dire aujourd'hui. Donc là, pour l'instant, vous êtes ouvert à la négociation. Absolument, on est ouvert. Comment vous arrivez à survivre avec ces sanctions? Mais aujourd'hui, comment vous pensez que ça peut durer? Je viens de vous le dire, qu'on a inoculé chez les Africains Oui. les virus de la défaite. Est-ce qu'aujourd'hui, on ne doit pas arriver à assouplir un peu les positions? Mais nous sommes d'accord pour les assouplir. Oui. On ne peut pas nous conduire au suicide. La CEDEAO veut qu'on organise des élections sans nous attaquer aux sources du soulèvement. Ça fait 4 coups d'État en moins de 30 ans. Pourquoi? Parce qu'on ne règle pas les problèmes de fond. La démocratie ne se ramène pas aux élections. C'est ce que la CEDEAO veut faire. Et deuxièmement, quand... Est-ce que vous avez écouté cette partie? Parce qu'il reste 1 minute pour qu'on termine. Nous avons des contradictions principales avec la CEDEAO, qui est un organe sous-régional, un organe de régulation des États au niveau sous-régional. Mais ce à quoi aujourd'hui on assiste, à l'époque, c'était donc la CEDEAO des peuples, l'interculturalité des peuples. Aujourd'hui, nous avons donc une CEDEAO qui fonctionne à la limite comme un syndicat de chefs d'État. Donc une CEDEAO d'État. Les contradictions principales que nous, en tant que Maliens, avons avec la CEDEAO, se situent au niveau donc du cadre organique des élections au Mali. Et nous le disons ici haut et fort que nous, notre combat ne réside pas essentiellement dans l'organisation formelle d'une élection. Et que si en 30 bonnes années, nous avons assisté à plus de 6 coups d'État au niveau donc du Mali, 4 coups d'État du moins au niveau du Mali, c'est à croire que la question du Mali ne réside pas dans l'organisation d'une élection. Et voici une approche qu'il tente donc de présenter à la face du monde. La démocratie ne réside pas essentiellement par l'organisation des élections. Parce que ça, c'est dans le commun des mortels. On pense que la démocratie, c'est d'organiser des élections. Non. Shogel dit que la démocratie n'est pas l'organisation des élections et que la démocratie doit résider dans la mise sur pied d'institutions républicaines et fortes, à même donc de garantir le bon fonctionnement d'un État, et ce, de façon pérenne. Hein? Hey, do you catch it? What he's saying, do you catch it? La démocratie, là, ce n'est pas organiser l'élection. Parce que la CEDEAO est formelle et avec elle, toutes les différentes chancelleries veulent réduire le Mali au fétichisme de dates électorales. Et il dit qu'il faut sortir du fétichisme des dates électorales, mais il faut doter du Mali d'institutions fortes. C'est ça la vraie démocratie. Parce qu'aujourd'hui, ce à quoi nous assistons visiblement, c'est des formes de coup d'État. Et le président Laurent Gbagbo l'avait dit, le coup d'État civil et autres. Parce que nos différents dirigeants ne sont pas accrochés à la notion de respect des textes que eux-mêmes se sont prescrits. Et donc, nous allons procéder à une refondation de l'appareil d'État. Sur cette base, aucun autre président ne viendra pour faire volte-face. Shogel, il est fort. Non. Son discours, je l'écoute et je le réécoute, vous ne pouvez pas comprendre. Tu veux être un bon politicien, il faut aller à l'école de Shogel. Il a écrit plusieurs manuscrits sur la question parce que lui, tout ce qui se fait, il est le seul premier ministre parce que les premiers ministres qu'on a connus en Côte d'Ivoire en 93, là,
Et ils n'ont jamais produit un manuscrit depuis son premier ministre. Après avoir fait l'école de Pennsylvanie, après avoir engrangé des PhD, ils n'ont jamais fait une production manuscrite. Ils n'ont jamais fait une production manuscrite sur même le contenu de ce qu'ils auront appris. Ça n'existe pas. Shogel, chaque fois qu'il y a donc un événement, il essaie donc de retranscrire ça au sein d'un manuel. Et les manuels, ça foisonne. Shogel, c'est une bibliothèque politique. Il faut apprendre auprès de lui. Il y a des manuscrits qui sont à disposition. Vous voulez instaurer un état de droit. Écoutons. Vous respectez un minimum de droits. Aucune disposition de la CEDEAO n'a prévu un embargo. Aucune disposition de la Banque centrale des États d'Afrique n'a prévu ce qu'ils sont en train de faire. Il y a la Convention des Nations Unies sur les pays sans littoral qui interdit un embargo contre un pays sans littoral. Comment vous voulez violer les règles communautaires, les règles internationales, les règles nationales pour dire que vous voulez instaurer un état de droit? Parce que vous voulez juste renverser le régime, amener des Tout ceci est aujourd'hui devant la Cour de justice. Monsieur le Premier ministre, certains disent que c'est vous le problème, que vous avez un projet, que vous avez un programme, vous avez une ambition présidentielle à la fin de tout ceci. Que répondez-vous? Aujourd'hui, j'ai une ambition. C'est de réaliser la mission que le président de la transition m'a confiée pour conduire le gouvernement. Vous rasez pas non, il est fort. Il est fort. Il est fort. Shogel Kokala Maïga, il est fort. Vous voyez la question piège. Il dit à Shogel que tout ce bruit que tu fais là, au sein donc de la transition, tout ce bruit que tu fais répond à un objectif spécifique terminal. C'est la définition de ton ambition présidentialiste. Il le présente ici comme un pouvoiriste. Ça veut dire qu'il montre ici que Shogel n'est pas dans le combat de libération, mais plutôt il travaille parce qu'il a une visée électoraliste, présidentialiste à la limite. Il est formel sur la question. Il dit, la politique est donc la saine appréciation des réalités du moment. Il y a une prescription directe qui m'a été faite en tant que chef du gouvernement du Conseil national de transition. J'ai donc une feuille de route impulsée par le patron qui est Assimi Goïta. Je travaille donc en fonction. Nous sommes dans le cadre du Conseil national de transition. Je suis en train de travailler à l'élaboration d'un plan de refondation du Mali. C'est dans ça que je suis. Et donc les questions que vous abordez là, sur des notions que vous pourrez appeler des notions présidentialistes et autres, moi, pour l'instant, je ne suis pas dedans. Voilà comment il a renvoyé le type. Pensez que c'est vos gens d'Abidjan là, vous allez prendre pour chose. Écoutons et puis on termine. Moi, je suis un croyant. Chaque homme suit son destin. Voilà. A créé les conditions pour que le président porte sa confiance en moi. Mais vous ne serez pas candidat par hasard. Moi, je ne rentre pas dans ce débat. Merci. Nous voulons d'abord sortir notre pays de la Du zone gouffre. Mali est tombé, couché, humilié. Oui. Nous voulons le soigner, le faire asseoir, le faire marcher, le Mais faire vous ne courir. pouvez pas le faire sans vos voisins. Mais nos voisins, Et vous êtes fâché avec vos voisins? mais nos voisins, on n'est pas Où est fâchés. voisin? Ils ont compris, je crois, leur tort. Où est voisin? De quel voisin il parle? Ceux d'Abidjan? Ça, ce ne sont pas vos voisins. Parce que le bon voisinage demande aussi le respect de la dignité de son voisin. Pour Abidjan, ce ne sont pas vos voisins. Où aujourd'hui, on est en train de concocter un plan de destruction du Mali. Des audios fuitent de partout. Où on est en train de préparer la mise sur pied d'une force en attente qui va donc aller foncer directement au niveau du Mali pour déstabiliser les institutions en place. Ça, ce n'est pas du voisinage. C'est du faux voisinage. Donc, on n'a pas de voisin. Quand je dis on, je parle en tant que Malien. Le centre de gravité de notre pouvoir, ça doit être le peuple. Oui, Le jour où le peuple n'est pas d'accord avec nous, nous tirerons les conséquences. Les autres dirigeants, ils avaient peur de parler parce que quand tu parles, quand la France est fâchée, tu ne seras plus. le centre de gravité, on a déjà presque fini, puis je vous montre la dernière révélation sur ce qui se passe à Abidjan, contre le Mali. Le centre de gravité de nos actions, c'est le peuple. Mais quand il le dit, vous savez sur quoi il repose? Il repose sur la forte mobilisation du peuple. Depuis que tous les régimes se sont succédés à la tête du Mali,
le Conseil national de transition et pratiquement tous les régimes militaires, le Conseil national de transition actuel du Mali a été celui-là qui a mobilisé plus de monde en raison de 4 millions de personnes lors de la récente manifestation de janvier. Je crois que c'était le 24 janvier. Plus de 4 millions de ressortissants maliens étaient dans les rues. Je dis bien 4 millions. Pour témoigner leur soutien, leur attachement à la transition en place. Samba Dambélé, merci infiniment. Et donc, c'est un gouvernement qui, contrairement à ce qu'on veut dire, jouit d'une certaine légitimité sur le terrain, au niveau populaire. Voilà. Et c'est sur ces fondements que lui parle. C'est différent de ceux qui sont à Abidjan, parce que lui n'a aucune légitimité. Tant au niveau institutionnel, au niveau populaire, au niveau démocratique, il n'y a aucune légitimité. Donc, Abidjan n'est pas les voisins des Maliens. Ce n'est pas possible. En tout cas, pour l'instant. Voilà. Nous avons décidé d'expliquer à notre peuple. Oui. Si le peuple nous dit demain qu'il n'est plus d'accord avec nous, oui. Le lendemain on tire les conséquences. Ce Oui. peuple veut être libre et nous allons le libérer. On va terminer là-dessus, Si le peuple dit qu'il n'est plus d'accord avec nous, et ça va me permettre de faire une transition avec l'autre parti, si le peuple dit qu'il n'est plus d'accord avec nous, nous allons tirer donc les conclusions et libérer le plancher. Donc, ils ont compris essentiellement que ce Conseil national de transition-ci a profondément toute la mouvance populaire. Je voudrais ici saluer tous les mouvements panafricanistes, Yerewolo, qui évoluent sur le terrain, et saluer tous les différents organes de la société civile au niveau panafricain. Urgence panafricaniste de Kémy Séba, et saluer toutes les autres organisations. Je voudrais saluer ici mon frère Okosisi, qui était donc au niveau de Paris, pour apporter un soutien à la mouvance panafricaine. Saluer tout ce beau monde. Alors, la force essentielle de ce pouvoir-ci réside donc dans la mouvance populaire malienne. Et donc, dans un souci de faire ramer les choses à contre-courant, je viens de recueillir à l'instant même une information importante. Même vous allez sur la page de mon frère Okosisi, vous la verrez. On veut tenter de créer ce qu'on appelle un bicéphalisme à la tête de la République du Mali. À partir donc d'un mouvement qui est en train de se préparer au niveau d'Abidjan pour venir ramer à contre-courant pour tenter de discréditer davantage les autorités maliennes. Deux courants au sein donc de la population. Je vais vous lire ça rapidement et vous allez comprendre. Puisque c'est imminent et il faut qu'on le dise pour que déjà des dispositions soient prises. Déjà, eux, ils le savent. Mais on porte cela à la connaissance du grand public. Faites-moi les captures d'écran. Envoyez-moi un inbox. Alors, suivez. On a déjà presque fini. Hein. Je vais prendre ça sur le mur de mon frère, Okosisi. Alerte Mali, 2 présidents bientôt au Mali. 8 partis politiques de l'opposition vont former un gouvernement depuis Abidjan contre le pouvoir militaire. Suivez très bien. Écoutez-moi très bien. Une coalition de 8 partis maliens, partis politiques, opposés à la junte, non, je n'aime pas le terme junte, opposés au Conseil national de transition à Bamako, a annoncé mardi à Abidjan vouloir former un gouvernement civil de transition le 27 février 2022 pour organiser les élections dans un délai de 6 mois. Donc, vous voyez qu'au niveau militaire, les choses n'évoluent pas. Au niveau diplomatique, les choses n'évoluent pas. Il faut donc instrumentaliser la classe politique malienne, instrumentaliser une partie de la classe politique malienne, instrumentaliser une partie, une infime partie d'ailleurs, de la société civile malienne. Je dis, on perd Assimi Goïta, on perd Choguel Kokala Maïga, on range l'établi. Ça, je vous le dis honnêtement. Et je parle ici aux autorités maliennes. On s'amuse que Assimi, on s'amuse que Choguel, les deux là, ils tombent. Je vous le dis honnêtement, on repart dans 100 ans d'esclavagisme. Donc, vous savez de quoi on parle. C'est pas, on a... Non, 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 il ne faut pas jouer avec.
Des gens ne peuvent pas mijoter quelque chose depuis Abidjan et puis ça va venir vous ébranler. Donc, c'est à vous que je parle. Nous allons former à partir du 27 février à minuit un gouvernement civil de transition qui va conduire le pays vers des élections générales dans un délai de 6 mois. Et c'est toujours à partir d'Abidjan que les choses se forment. Donc, vous pensez qu'Abidjan est notre voisin? Je ne pense pas. Alors, a déclaré à la presse M. Aïnia Ibrahim Kamara, président de cette coalition du mouvement Faso Dambé, MFD, honneur à la patrie en Bambara. Ok. Il s'appelle Aïnia Ibrahim Kamara. Il est le président de la coalition du mouvement Faso Dambé, MFD, honneur de la patrie. Il a appelé à ce jour à des rassemblements dans toutes les grandes villes du pays, car selon lui, la majorité des Maliens n'est pas d'accord avec la junte. Lui, il appelle ça junte. Ok. Cette date du 27 février correspond à celle fixée initialement par les militaires ayant pris le pouvoir en août 2020 pour un retour à l'ordre constitutionnel, mais qui n'est pas respecté. Voilà, je vous avais dit, dans l'imagerie collective occidentale, je vais dire, le Mali doit comment on appelle ça? Le Mali doit se résumer à l'organisation technique des élections. Bon, nous, on n'est pas dans ça. Nous, on vous a dit, 27 février, là, sortons du fétichisme des dates électorales. Ça, on a déjà clos ce débat. Et c'est pourquoi Shogel revient avec cette interview pour tirer la sonnette d'alarme. Alors, on continue, qui n'est pas respecté. Lundi, l'organe législatif au Mali, contrôlé par les militaires depuis le coup d'État de 2020, a entériné une période de transition pouvant aller jusqu'à 5 ans avant les élections et à un retour des civils à la tête du pays. Mais oui, 5 ans. Non, ce n'est pas négociable. Ça, jusqu'en 2027. Voilà. Non, ça ne se négocie pas. Un délai totalement inacceptable pour les États ouest africains voisins de la CEDEAO. Bon. Cette organisation régionale a infligé le 9 janvier de lourdes sanctions économiques diplomatiques au Mali avec un embargo commercial et financier et la fermeture des frontières. Le leader du MFD, celui qu'on appelle le leader du MFD, ça veut dire, comment il s'appelle là? Aïnia Ibrahim Kamara. Aïnia Ibrahim Kamara, il dit, le leader du MFD, dit vouloir renouer les relations cordiales que nous avons toujours eu avec les voisins de la CEDEAO et avec tous nos partenaires concernant le retrait des forces françaises Barkhane du Mali en raison de l'attitude hostile du pouvoir à Bamako, a-t-il jugé et regrettable. Source bamako.com. Donc, vous voyez ce qui se prépare. C'est une contre-opinion qu'on veut tenter de créer au sein donc d'une infime partie de la classe politique. Il dit avoir formé une coalition qui se prépare depuis Abidjan. Et une déclaration a été faite hier où il dit pouvoir mener des actions pour faire plier le pouvoir actuellement en place au Mali pour qu'on aille dans l'organisation technique des élections qui était initialement prévue le 27 février. Je vous ai toujours dit 27 février. Et donc, moi, je termine par là parce que j'ai juste procédé à une lecture de ce truc pour attirer l'attention. Sinon, moi, je ne suis pas dans ça. Nous, la charte, on a déjà tout bouclé. Il faut que la transition fasse son travail à créer un plan de refondation de l'État du Mali. Et je pense qu'ils y travaillent. Mais, je vous le dis tout honnêtement, vous vous amusez et que Shogel ou Assimi ont été cueillis, je vous le dis honnêtement, c'est tout le peuple de l'Afrique de l'Ouest que vous aurez mis dans la souffrance infernale. Je vous le dis. Voilà. Donc, je termine par là pour vous dire combien de fois je suis émerveillé, épaté par le discours du Premier ministre Shogel Kokala Maïga, qui est donc porteur de sens, ça il faut le souligner, et de dire que c'est un discours qui répond naturellement aux aspirations les plus légitimes du peuple souverain du Mali. Un discours
d'affirmation de l'identité du peuple du Mali, l'affirmation de la souveraineté du peuple du Mali, nous, en tant qu'activistes panafricains, nous soutenons cette cause. Et nous témoignons ici, haut et fort, tout notre attachement aux valeurs, je veux dire, du peuple souverain du Mali. Merci infiniment. Donc, pour récapituler, nous avons parlé brièvement de la question de la République finlandaise, la République de la faim, la République finlandaise, c'est-à-dire la Côte d'Ivoire, qui est la République des Finlandais. Fin, F-A-I-M, et puis landais, finlandaise. Donc la République finlandaise, et nous avons parlé brièvement de comment votre type a tenté d'aborder la question liée donc à la vie chère en Côte d'Ivoire, mais à travers une orientation maladroite sur la question, nous l'avons dit, et profiter pour revenir sur le message de Puchéry Edith Ballet, qui est donc sur ma page où elle a livré un contenu par rapport aux actions à mener à l'avenir. Et nous sommes revenus de fort en comble sur le contenu du discours de l'entretien livré par le Premier ministre Choguel Kokala Maïga, le Premier ministre du Conseil national de transition. Un discours important et historique qui devait être donc archivé dans la mémoire collective. Un discours réalisé sur des chaînes, sur un média français, qui est donc RFI. Il était donc important, en ce qui nous concerne, de revenir donc sur le contenu et en abordant certains points, je veux dire, invisibles du discours à travers donc une analyse, je veux dire, partielle du contenu, et c'est ce que nous avons déjà réalisé. Merci infiniment à vous tous qui êtes très, excusez-moi, à vous tous qui étaient donc là. Merci infiniment. À vous à qui j'ai demandé de faire les captures, à vous le faites, et pour me ramener ça inbox. Merci infiniment. On se reprend sûrement demain ou après-demain. Ça va dépendre du volume des dossiers à traiter, des dossiers liés donc à l'actualité en général à traiter, et donc de notre degré de sensibilité effectivement à pouvoir aborder un certain nombre de sujets. Merci infiniment. On est ensemble. Portez-vous bien. C'était donc le 001. Je suis donc activiste pro-Côte d'Ivoire, et donc par solidarité de la lutte africaine et panafricaine, je suis donc avec vous. On est ensemble. Portez-vous bien. Ciao, ciao. On est ensemble.